Donc, dernière table ronde animée par le docteur Jacques Goyard, qui est psychiatre aux hôpitaux de Saint-Maurice. La thématique, ce sont les conduites addictives et la vie en EHPAD. On va vous présenter les résultats d'une enquête sur les mésusages de l'alcool dans les EHPAD en Ile-de-France, réalisée par la direction de l'autonomie, qui sera présentée par Angélique Varlet, qui est référente EHPAD à la direction de l'autonomie à l'ARS, et une intervention sur comment accompagner les bonnes pratiques pour l'accompagnement de ces personnes par le docteur Xavier Lacaille. Je vous laisse la parole. Les Américains appellent ça TGIF, c'est le soir où on peut beaucoup boire, donc on va aller vite. On va passer, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de tabou avec la sexualité, je vais en deux mots. L'alcool et la consommation et l'addiction en EHPAD est sûrement le deuxième tabou. Les anglo-saxons ont pas mal publié là-dessus, et il y a d'ailleurs pour la sexualité, ça s'appelle The Last Taboo, et pour l'alcool, ils appellent ça les addictions invisibles. Voilà. Donc on va passer du concret d'une étude sur place à plus de généralité et de données médicales. Voilà. Je vais donc vous présenter le mésusage de l'alcool dans les EHPAD franciliens. Donc, sous le terme de mésusage de l'alcool, il faut comprendre la consommation à risque, ce qui correspond à l'abus ponctuel, la consommation nocive ou l'abus répété et la dépendance. Fin 2022, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations intitulées « Prévention des addictions et réduction des risques des dommages dans les ESSMS ». Ce document a vocation à donner des repères aux professionnels de ces établissements non spécialisés en addictologie qui peuvent se sentir démunis. En effet, tous ces professionnels sont un jour ou l'autre confrontés aux usages de substances psychoactives telles que l'alcool. En EHPAD, les résidents sont majoritairement très âgés, polypathologiques et polymédiqués. Malgré les graves conséquences liées à la consommation d'alcool sur la santé physique et mentale des personnes âgées, aggravant ainsi leur dépendance et leur qualité de vie, ce sujet reste largement sous-estimé alors qu'il s'agit véritablement d'un enjeu majeur de santé publique. La problématique de la consommation d'alcool chez les seniors est en effet banalisée. Alors cette banalisation s'appuie souvent sur l'idée erronée que l'alcool est l'un des derniers plaisirs accessibles aux résidents. L'addiction à l'alcool est d'ailleurs banalisée jusqu'à ce que la personne âgée devienne trop bruyante et qu'elle soit perçue comme incompatible avec la vie en institution. En raison d'un manque d'études et d'une sous-estimation de la consommation d'alcool chez les personnes âgées, la direction de l'autonomie de l'ARS de Île-de-France a mené une enquête auprès de 709 EHPAD sur les addictions, et en particulier sur le mésusage de l'alcool, complétée par des entretiens avec des professionnels tels que des directeurs d'établissement, infirmiers et médecins coordonnateurs, exerçant donc en établissement pour recueillir leur point de vue et expérience. Ces travaux ont été réalisés par Mélissa Talbi, médecin et stagiaire à la direction de l'autonomie dans le cadre de son master en alcoolologie et addiction. Ne pouvant être présente aujourd'hui, je vais donc vous les exposer à sa place. L'objectif de ces travaux consistait notamment à identifier les pratiques actuelles sur les conduites addictives en EHPAD et donc plus précisément sur celles liées à la consommation d'alcool. Et ces travaux nourrissent actuellement une réflexion pour proposer des pistes d'amélioration. L'enquête donc a été envoyée à 709 EHPAD durant un mois et demi, donc entre le 28 mai et le 12 juillet 2024. 107 réponses ont été recensées, soit un taux de réponse de 15%. Ce sont principalement les directeurs, les IDEC et dans une moindre mesure les médecins coordonnateurs qui ont répondu. Alors bien que ce taux soit relativement faible, les données permettent de disposer toutefois d'un aperçu des pratiques et des perceptions concernant la consommation d'alcool dans les EHPAD. Les EHPAD privés, donc qu'ils soient à but lucratif ou non lucratif, constituent la majorité des répondants, soit environ 76%. En effet, en Île-de-France, nous avons une spécificité, à savoir que les établissements privés, donc qu'ils soient associatifs ou commerciaux, représentent environ 70% de l'ensemble des établissements. Sur cette slide, on peut s'apercevoir des différentes addictions, donc les addictions les plus fréquemment rencontrées en EHPAD. Alors en premier lieu, nous pouvons constater qu'il s'agit du tabac.
L'alcool vient en seconde position, donc il s'agit donc de la deuxième addiction la plus fréquente. Et la troisième, ce sont les médicaments de type opioïdes et benzodiazépines qui sont situés en troisième place. S'agissant de l'addiction liée à la consommation d'alcool, il s'avère que la majorité des EHPAD répondantes, donc environ 88%, ont déclaré ne pas avoir intégré dans leur projet d'établissement un volet spécifique pour la prise en charge de l'alcoolodépendance. Ce constat reflète une absence de reconnaissance de l'institution de cette problématique, ce qui peut avoir pour conséquence un manque de stratégie structurée pour gérer ce type de situation. En matière de régulation, à présent, de la consommation d'alcool, 97% des EHPAD régulent la consommation d'alcool avec toutefois des pratiques variées, telles que le service à table ou le contrôle des quantités, alcool servi au verre, par exemple. Certains EHPAD précisent même interdire la consommation en chambre ou dans les espaces communs, acheter du vin sans alcool, voire passer un contrat individuel avec le résident concerné sur sa consommation d'alcool. En matière de repérage du mésusage de l'alcool en EHPAD, alors qui repère? En premier lieu, ce sont les IDEC, infirmiers et aides-soignants à hauteur de 91%. Ils jouent véritablement un rôle clé dans le repérage du mésusage de l'alcool. Ils sont en effet en première ligne. Ils observent les résidents et signalent les comportements liés à l'alcool. Ils sont ensuite suivis par les médecins coordonnateurs et enfin par les psychologues. Le repérage du mésusage de l'alcool s'opère tout d'abord lors du recueil des habitudes de vie et des repas, puis lors de la visite de préadmission par les soignants et l'entretien d'admission. Il s'agit en effet de moments clés dans le parcours du résident. Dans une moindre mesure, le repérage du mésusage de l'alcool s'opère lors de la survenance d'événements indésirables ou de crises graves. Autre mode de repérage, l'écoute attentive bien sûr des professionnels, l'analyse des bilans sanguins, voire la découverte de bouteilles d'alcool dans les tâches quotidiennes. Comment repère-t-on le mésusage de l'alcool en EHPAD? Alors il est repéré par l'évaluation des comportements. Il s'avère que l'irritabilité et l'agressivité sont les symptômes psychologiques les plus signalés, indiquant des troubles émotionnels fréquents chez les résidents alcoolodépendants. L'agitation et les sauts d'humeur fréquentes sont aussi courantes, illustrant ainsi une instabilité émotionnelle. Le mésusage de l'alcool chez les résidents est également repéré par l'observation des signes cliniques, qui sont les chutes à répétition et la négligence de l'hygiène personnelle. Les tremblements et l'altération de la mémoire sont également significatifs, soulignant ainsi les conséquences cognitives et neurologiques. Donc, l'évaluation des comportements et l'observation des signes cliniques sont ainsi deux modes de repérage les plus fréquents, ce qui révèle l'importance de l'observation clinique dans la détection du mésusage de l'alcool. Les questions posées directement aux résidents sont également utilisées, mais sont toutefois beaucoup moins fréquentes. En revanche, le questionnaire de dépistage l'est très peu, ce qui pourrait indiquer un manque d'utilisation d'outils formels ou une préférence pour l'observation clinique. En matière d'évaluation du mésusage de l'alcool en EHPAD, seulement 24 EHPAD, donc ce qui correspond à peu près à 22% des répondants, ont déclaré disposer d'un professionnel spécifiquement en charge de l'évaluation des addictions, dont le mésusage de l'alcool. A contrario, 83 EHPAD, donc 78%, ne disposent pas d'un professionnel dédié à cette évaluation. Parmi les structures où il existe un professionnel référent, les rôles se répartissent ainsi. Un tiers des établissements confient cette tâche aux psychologues, un autre tiers à l'IDEC et l'équipe soignante, et enfin 26% aux médecins coordonnateurs. La prise en charge du mésusage de l'alcool à présent, 27% des EHPAD n'assurent pas la prise en charge de l'alcoolisme. A contrario, 73% des établissements assurent une prise en charge des résidents alcoolodépendants. Alors, si certains d'entre eux disposent de protocoles spécifiques pour lutter contre l'alcoolisme, plus de la majorité mettent en place des projets de soins individualisés, intégrant un volet sur la consommation d'alcool, indiquant en conséquence une attention croissante à cette problématique. Le sevrage thérapeutique et l'accompagnement formalisé avec le résident et son entourage sont les méthodes les plus fréquemment mises en œuvre, mettant ainsi en évidence l'importance du soutien médical et familial. La prise en charge des addictions à l'alcool en EHPAD s'avère multidisciplinaire, impliquant principalement les médecins,
les IDEC et infirmiers, et psychologues. Le rôle des aides-soignants est également déterminant dans l'accompagnement quotidien des résidents concernés. Merci. Merci. Oui. Bonjour à tous. Donc, merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir convié à participer à ces journées sur les EHPAD et les pathologies dans notre domaine, pathologie addictive. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait notre spécialité que l'alcool dans les EHPAD, mais en même temps nous connaissons évidemment les pathologies addictives et il y a toujours quelque chose de très commun pour ces patients. Et pour nous, il est toujours très important de bien connaître le processus morbide, cette pathologie, parce que c'est une pathologie qui amène souvent à des pertes de repères, d'une difficulté à nous situer, et donc il est important de bien se repérer. Alors, un vrai sujet, une population, beaucoup de données, il y aura peut-être des choses redondantes par rapport à ce que vous venez de dire, mais bon, j'irai un peu plus vite dans ce domaine. Essentiellement alcool, tabac, les psychotropes, vous l'avez dit, les benzodiazépines, et maintenant surtout de plus en plus tous les opioïdes, qui sont utilisés très largement dans le cadre de la douleur. Des signes d'appel qui sont souvent discrets, des déclins d'habitudes fonctionnelles, une négligence corporelle, un certain isolement, des accidents, les chutes, inquiétude de l'entourage, présentation atypique d'une maladie aiguë. On peut tout de même repérer, j'allais dire, deux profils déjà de consommateurs, ceux qui ont des consommations anciennes, et qui se sont majorés progressivement avec l'âge, et puis les débuts plutôt tardifs qui sont réactionnels à des événements de vie négatifs. En tout cas, c'est vrai qu'il faut peut-être déjà dans un premier temps nous intéresser aux différentes substances, puis après nous allons réfléchir sur le trouble addictif lui-même et le positionnement thérapeutique. Alors, le tabac, évidemment, près de 10% des plus de 60 ans qui déclarent fumer quotidiennement. C'est tout de même, ce que l'on peut voir, c'est que le tabac a tout de même tendance à régresser avec l'âge, mais qu'il y a beaucoup plus d'ex-fumeurs que de fumeurs actuels. On peut repérer deux types de profils, plutôt les femmes catégorie supérieure et des hommes niveau plutôt emploi manuel ouvrier. La prévalence, évidemment, est moindre, la mortalité est très importante, d'autant plus que nous sommes sur des histoires de tabac anciennes, puisque les débuts du tabac, c'est plutôt à l'âge de 25 ans, et donc cette intoxication au long cours. Comme toujours, des motivations qui sont rapportées, donc là, il faut toujours être prudent, parce qu'il y a ce que disent les patients et puis ce que va penser l'addictologue, mais toujours lutter contre l'ennui, l'anxiété, la monotonie de l'existence. Peut-être ne pas oublier que le tabac intervient sur pas mal de médications, est un inducteur enzymatique. On le sait très bien, par exemple, dans le cadre des maladies schizophréniques et de toute la gestion des traitements psychotropes. Le tabac accroît le catabolisme de nombre de médicaments antipsychotiques. En tout cas, il est sûr, arrêter le tabac, même après 65 ans, fait gagner une espérance de vie. Donc, il faut que nous ayons une motivation par rapport à cela, que nous puissions le proposer à nos patients, et ceux qui peuvent l'aider doivent pouvoir le faire. On l'oublie toujours, ou souvent, parce qu'on se dit, ben voilà, il a un certain âge, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et les médications dans le tabac ont une certaine efficacité, je pense particulièrement au traitement de substitution nicotinique. L'alcool, évidemment, la substance la plus consommée, des profils, donc on l'a vu, qui évoluent avec l'âge. Là aussi, nous devons avoir une conviction, l'abstinence est possible. L'abstinence ne s'obtient pas comme ça du jour au lendemain, nous allons voir tout cela, mais les effets sont bénéfiques chez ces sujets. Peut-être deux, trois diapos pour montrer deux tableaux pour montrer la prévalence de la consommation qui, vous voyez, augmente de manière importante chez le tableau de gauche, qui augmente de manière importante, mais ce que l'on peut voir, c'est sur le tableau de droite, des profils de consommation un peu différents, puisque les plus jeunes ont des consommations très fortes de nombreux verres, alors que les plus anciens consomment plus de jours dans l'année, mais un peu moins que les plus jeunes.
Donc c'est une donnée classique, mais il est bien de l'avoir comme telle. L'alcool, tout de même, chiffre 2 à 14% population générale, en institution gériatrique, 20 à 25%, et sinon, cela pourrait toucher 2 à 4% de la population âgée. Donc vous voyez cette forte prévalence. 40% des sujets consomment un quart de litre de vin par jour, 15% consomment un demi-litre de vin par jour. Donc ça fait c'est tout de même pas mal, surtout que se posent chez ces questions, chez ces sujets, des problèmes de tolérance. Donc une moindre tolérance, une plus grande sensibilité à l'alcool, ce qui va amener donc ces points d'appel spécifiques qui doivent nous interpeller, les chutes, l'asthénie, les infections récidivantes. Les risques sont plus importants chez des sujets qui sont plus vulnérables en termes de maladies, les conséquences sont plus graves. Et puis, comme toujours, l'alcool est un facteur d'aggravation de toutes les pathologies, que ce soit des pathologies mentales, dans notre spécialité, mais aussi toutes les pathologies somatiques. Il est plus difficile de soigner, de prendre en charge une appendicectomie chez un sujet qui boit qu'une appendicectomie chez un sujet qui ne boit pas. Peut-être qu'on peut reconnaître, par ailleurs, évidemment, l'alcool est un facteur contributif de détérioration intellectuelle. Tout verre d'alcool amène une diminution du nombre de neurones, c'est quelque chose qui est général, et au maximum, nous avons des démences alcooliques qui, évidemment, ne facilitent pas les choses. Les benzodiazépines, 15% de la population générale en consomme occasionnellement, 40% à 55% de la population des sujets de plus de 65 ans. En France, une des consommations les plus élevées, et cette prévalence, vous le voyez, augmente avec l'âge. Les facteurs qui favorisent cette consommation, évidemment les antécédents d'addiction, des durées de consommation supérieures à 4 mois, et puis surtout des consommations qu'il va falloir sur lesquelles il va être vigilant en fonction des molécules. La dépendance à ces traitements est importante parce qu'il y a souvent cette espèce d'idée très forte qu'on en a vraiment besoin, un fort attachement à des patients à ces molécules. Et là, il y a tout un travail qui n'est pas toujours bien fait, de bonne explicitation des problématiques pour expliquer la différence entre la rechute et le sevrage à l'arrêt de ces médications. Peut se poser la question aussi des problèmes d'accumulation pour les médicaments qui sont à la plus forte, à la plus longue demi-vie. Le sevrage progressif, évidemment, sera toujours privilégié. Donc cet arrêt, la diminution progressive et ce repérage. Les opioïdes. Les opioïdes, vous savez qu'on parle beaucoup de la crise opioïde aux États-Unis, donc c'est une première cause de mortalité chez les sujets jeunes. C'est aussi en France une consommation qui est de plus en plus qui apparaît de plus en plus importante. Elle est utilisée, voilà. C'est une consommation qui est souvent cachée. C'est de nombreux des morphiniques qui sont consommés de manière importante. Des populations qui sont habituellement insérées, plutôt des femmes, des traitements qui sont renouvelés avec des passages d'un médecin à l'autre. C'est des opioïdes qui sont essentiellement des opioïdes faibles, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du tramadol, parfois des opioïdes beaucoup plus forts de l'ordre de l'oxycodone, mais on voit aussi toutes ces poudres d'opium, la maline et autres médications. Ces produits ont évidemment un intérêt majeur dans la douleur, mais peuvent faire l'objet de décès et d'intoxication. Et là, peut-être une petite note. Ce qui est toujours intéressant, c'est que toutes ces substances psychoactives, quand elles sont utilisées avec un objectif thérapeutique, ces médications à potentialité psychoactive, quand elles sont utilisées avec un objectif thérapeutique, il n'y a pas d'épuisement de l'effet, il n'y a pas d'accoutumance à l'effet. Je parle pour nos collègues les psychiatres, quelqu'un est un anxieux, on lui donne des benzodiazépines. Nous ne sommes pas obligés d'augmenter les benzodiazépines parce qu'elles marchent moins bien, on augmente quand l'anxiété se majore. Nous avons un traitement dans tout l'histoire de l'attention et de l'hyperactivité, on donne du méthylphénidate qui est une amphétamine. Nous ne sommes pas obligés d'augmenter les doses par épuisement de l'efficacité. Il en est pareil pour les opiacés. Et chaque fois que les patients
demandent à ce qu'il y ait une augmentation des doses, c'est qu'en fait, ils ressentent non pas seulement que les bénéfices thérapeutiques sur la douleur, ils ressentent le petit plus qui est l'effet plaisant et qui, lui, est soumis à une forte tolérance. Et ces sujets qui demandent qu'à ce qu'on augmente les doses, systématiquement, nous sommes toujours en face de patients qui ont une pathologie addictive et qui vont mettre en avant, et c'est pour ça que quand on vous dit leurs soucis, leurs problématiques, leurs douleurs, leur anxiété, leur mal-être, nous serons évidemment très embêtés et très piégés parce qu'on se dit « Ah ben oui, c'est vrai, leur douleur, leur mal-être, etc. » Mais eux-mêmes, qui connaissent bien l'histoire, savent très bien qu'ils le demandent parce que c'est cet effet bénéfique et nous devons le savoir, le repérer. C'est un élément sémiologique qui n'est pas très connu, mais qui est un bon signe d'appel, en tout cas à mon sens. Et en effet, c'est un trouble qui est pour nous, une clinique, on a commencé, c'est une vraie pathologie. On a du mal à considérer les troubles de l'usage de substances, en tant que TUS, on a du mal à les considérer comme des pathologies mentales, au même titre que les maladies schizophréniques, les maladies bipolaires et les troubles anxieux caractérisés. On a toujours quelque part un petit peu l'idée, ils sont pas très sérieux, ils pourraient plus mieux réagir, les pauvres, ils ont des soucis, etc. On a du mal à comprendre ce trouble, et ce trouble est très difficile parce que ces patients, ils n'ont pas envie d'arrêter. Ce qui caractérise cette pathologie, c'est l'absence de motivation. Celui qui boit aime boire, celui qui se drogue aime se droguer, le fumeur adore fumer, et les joueurs adorent jouer. Donc ils ne sont pas motivés. Et donc vous êtes piégés, et nous en voyons les conséquences. Ils le savent parfaitement. Et puis par ailleurs, ils ont un discours qui est un discours de consommateur. Et c'est là où il faut reprendre son recul. Un discours de consommateur. C'est à la fois, oui, non, je ne bois pas tant que ça, on minimise, évidemment on cache, on justifie, je bois parce que j'ai des problèmes et j'ai des soucis, ça m'aide sur le plan social. Je me rappelle la dernière patiente qui me disait ça, je lui dis oui, je bois parce que ça, mais je dis mais vous aimez beaucoup boire, vous aimez beaucoup l'alcool. Oui, avec un grand sourire, et en effet, c'était ça le primum movens. Donc tout ce discours de justification, de rationalisation, de minimisation, nous inquiète et fait partie du tableau. Quand ils sont moins intoxiqués, quand ils sont guéris, ils ont un discours en disant oui, l'alcool c'est dangereux, ou le cannabis c'est dangereux. Donc il y a ces addictions, et puis va se surajouter à la problématique du trouble de l'usage, c'est avec ou sans comorbidité ou pathologie ou trouble de la personnalité associée. Et c'est ça le plus difficile. Nous avons tous autour de nous des gens qui fument. Est-ce qu'ils ont des problèmes psychologiques? Non. Dans 70% des cas, 30% des cas, ils ont des troubles anxieux, dépressifs ou autres. Donc il existe des addictions sans problèmes psychologiques et psychiatriques et des addictions avec des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Mais évidemment, plus c'est interdit, plus c'est majeur, plus c'est massif, plus il y a des problèmes de personnalité. Et habituellement, dans ces pathologies addictives, nous sommes dans la difficulté pour les soigner parce qu'ils aiment consommer, ils ont un discours qui va dans ce sens-là, et puis un certain nombre d'entre eux ont des problèmes de personnalité qui entrent en résonance, ou des pathologies qui entrent en résonance avec cette addiction, et donc c'est difficile. Quand ils sont caractériels, évidemment, c'est plus compliqué que si on a un sujet qui n'est pas caractériel. Donc nous avons ce raisonnement-là. Notre objectif thérapeutique, on va se dire, c'est qu'ils ne boivent plus. Non, notre objectif thérapeutique, il n'est pas là. Notre objectif thérapeutique, c'est la gestion du craving. Petit exemple, un patient est hospitalisé pour un sevrage. Il a une permission, il va juste avant la sortie, il passe devant une supérette, non, je ne veux pas boire, deuxième supérette, un petit verre, il revient dans le service. Que lui dit l'infirmier? Monsieur, vous avez bu. C'est pas bien, vous avez fait confiance. Ça, c'est le très mauvais infirmier. Nous, le bon infirmier va dire, voilà, vous avez vu, monsieur, vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'hôpital, pas de problème d'alcool, pas d'alcool, c'est pas accessible, pas d'envie, vous êtes à l'extérieur, les envies reviennent, vous avez des pensées permissives, et nous, notre objectif, c'est que vous repériez et soyez capable de gérer ces pensées. Notre objectif, ce n'est pas l'abstinence, c'est vous, à travers votre réflexion, votre cheminement, qui allez évoluer vers une abstinence plus ou moins complète, selon votre choix et votre personnalité, le patient acteur de ses soins. Donc vous voyez, c'est long. Mais quand vous voyez, quand on parle de cet objectif thérapeutique, il me reste 4 minutes, donc c'est bon, cet objectif thérapeutique, ce n'est pas le sevrage, ce n'est pas le traitement du sevrage. Tous les médecins, les jeunes médecins, vous savez, se précipitent sur l'hospitalisation pour soigner le sevrage, qui est une complication de l'intoxication. Nous, notre objectif, c'est de soigner la motivation, et en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de traitements pour ça, sinon essentiellement les entretiens
et puis les traitements de substitution opiacés et nicotiniques. Et donc là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre ce tableau de Prochaska et Clemente Prochaska qui est sur la motivation. Et donc l'alcoologue ou l'addictologue va travailler avec son patient pour le faire passer d'un niveau de motivation à l'autre pour qu'il puisse se déterminer, arrêter, puis pourra rechuter. Donc c'est l'approche motivationnelle. Pour le tabac, les thérapeutiques substitutives, on l'a vu, les groupes d'anciens patients, et puis surtout, il faut en parler naturellement. Éviter tous ces stéréotypes, dernière liberté du plaisir du patient, les vieillesses, synonymes de sagesse, de non d'excès. Il faut les repérer. Il faut garder notre recul en sachant que nous sommes en face d'un discours pathologique. Et donc, on dit les choses, et puis les gens réfléchissent, on se positionne. On évite évidemment tout ce que sont les attitudes de complaisance par rapport aux produits. Donc évidemment, les consommations de substances illicites, dans les EHPAD, ça ne se fait pas. On est prudent sur la gestion des médicaments. On gère les médicaments quand les patients ne le peuvent pas. Je vous rappelle qu'en France, pour l'alcool, c'est boire avec modération. Donc on est vigilant. Donc c'est vrai qu'on a cette espèce de guideline. Le tabac, évidemment, pas de cigarette dans les établissements. Donc revenons à des règles. Et c'est ça qui est probablement le plus difficile. C'est qu'en face de ces pathologies, nous avons tendance à nous isoler, nous avons tendance à vouloir raisonner un peu avec nos émotions, alors qu'il est nécessaire de revenir toujours sur une instance tierce. Dans ma tête, j'ai toujours un pharmacologue, un magistrat, un urgentiste, chaque fois que je dois prendre une décision, et chaque fois qu'il peut y avoir un tiers qui m'aide, c'est très important, et c'est tout le rôle du travail en équipe. Et donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez bénéficier, vous faire aider dans toutes les structures, partout où vous êtes, par des addictologues. Il y a des structures. Nous avons l'habitude de recevoir ces patients, en sachant que évidemment, quand ils viennent avec peu de motivation, quelque part l'approche est compliquée, mais que surtout fondamentalement, nous gardons bien l'idée que ce qui amène dans les soins, ce n'est pas la motivation à se soigner, ce sont les complications, voire la décompensation du processus addictologique, les problématiques qui sont engendrées. Voilà, je vous remercie. Merci Xavier, je ne sais pas si on aura pour une question. En tout cas, juste 2 points. Je suis un petit peu étonné que dans l'enquête, le tabac soit le premier, c'est ça? Ce qui est un petit peu étonnant. Alors, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas fumer dans un EHPAD, même si on dit que c'est normalement le domicile. Voilà. Et puis, merci pour nous avoir emmené un petit peu plus dans le monde de l'addictologie que des sujets âgés en EHPAD. Mais c'était passionnant et ça nous a remis un petit peu les pendules à l'heure. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une remarque, moi je suis tabacologue gériatre, donc je m'occupe à la fois du tabac et à la fois... Mais en EHPAD, ce sont les soignants qui fument et qui attirent les autres à fumer à l'extérieur, sur le côté. Donc c'est hyper classique. Peut-être un dernier point, c'est qu'en fait, il faut vraiment soigner les gens âgés, parce que je crois qu'on a quand même plus de succès chez les gens âgés que dans la population jeune. J'avais des données là-dessus. Ouais.